Bonjour, bonsoir, chers internautes qui nous suivent sur votre site Gaïdel TV. Aujourd'hui, nous sommes dans l'émission En classe et nous recevons M. Hassan Diouf. M. Hassan Diouf qui est professeur de français au lycée de Ndiaye Sira, mais aussi qui est un pur produit de Touba Toul. Comme j'ai l'habitude de le dire, c'est un pur produit de Touba Toul parce qu'il a fait la majeure partie de ses études ici à Touba Toul. Il a fait son cycle primaire ici à l'école 1 de Touba Toul. Après son certificat, il était au SAEM de Touba Toul, il a eu son BFM. Après, il a migré sur Khombole, il a eu son baccalauréat. Après, il est allé à l'université Cheikh Anta Diop où il est diplômé en lettres avec un master et actuellement il dispense des cours de français au niveau du lycée de Ndiaye Sira. Auparavant, il était professeur au niveau du lycée de Kaffrine. Donc, il va vous faire la leçon sur la négritude. Donc, M. Hassan Diouf, nous vous donnons la parole pour plus d'explications. Merci beaucoup. Bonjour, chers internautes. Ok, M. Diouf, merci beaucoup, je vous remercie. Hassan, Aliou Gaye, je vous remercie. Jeune homme, je vous remercie. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très honoré pour cette invitation visant tout simplement à aider nos frères et sœurs de la localité de Touba Toul. Cette localité qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, comme l'a si bien dit Hassan Diouf dans la présentation. C'est ici même au sein de ce CEM que nous avons fait notre cursus au niveau du collège. Nous avons eu notre BFM ici et donc nous devons tout lui rendre, cette localité. Bon, en entrant dans le vif du sujet, nous allons essayer maintenant aujourd'hui de parler de la négritude, un mouvement littéraire africain. Et nous allons être techniques dans la démarche. Nous allons tout simplement axer notre intervention sur, d'abord nous allons parler du contexte de naissance, nous allons rappeler tout simplement le contexte dans lequel le mouvement littéraire a vu le jour. Après ce contexte, nous allons essayer maintenant de faire une définition, les différentes définitions qui se sont tout simplement succédées par rapport à la négritude, n'est-ce pas, par rapport à ces manifestations. Et en dernier point, nous allons parler de ces caractéristiques, les caractéristiques de la négritude. Là, maintenant, nous allons entrer dans la littérature, dans l'esthétique, dans le style, dans la façon tout simplement de se manifester, dans la façon dont la négritude se manifeste à travers les œuvres, ainsi de suite, ainsi de suite. Voici maintenant les points sur lesquels nous allons essayer maintenant de débattre. Bon, nous allons commencer rapidement par le contexte de naissance. Et parler du contexte de naissance, c'est tout simplement parler de l'épine dorsale de la négritude. Parce que comme vous le savez comme vous le savez comme moi, la négritude est un mouvement littéraire qui est relatif à l'histoire même du continent. Pour comprendre la négritude, il faut comprendre l'histoire du continent africain. Parce que c'est l'histoire même qui a créé la négritude. Comme vous le savez, l'Afrique a été tout simplement dominée, n'est-ce pas, a été opprimée, a été colonisée, n'est-ce pas, a été victime de toutes sortes d'injustices. Et maintenant, les Africains ont été traités de barbares, de sous-hommes, de cannibales, n'est-ce pas, de tous les noms d'oiseaux que vous pouvez imaginer. Maintenant, c'est dans cette perspective que certains étudiants, à l'image de Senghor, Césaire, Damas, qui s'étaient rencontrés à Paris pour poursuivre les études, ont senti tout simplement cette injustice faite à la race noire, au monde noir en général. Et c'est dans cette perspective qu'ils ont eu à se rencontrer pour créer ce mouvement littéraire, visant d'abord à réhabiliter la race noire, ensuite à tout simplement réclamer ce qu'on appelle la liberté et l'indépendance de l'Afrique. Voici maintenant en petits mots, je ne sais pas, le contexte de naissance de la négritude. Et je dis souvent que ce contexte de naissance est un contexte tout simplement relatif à une inspiration
une inspiration qui n'est pas tout simplement d'origine locale, mais une inspiration d'origine étrangère. Parce que Senghor même, si vous lisez Senghor dans son œuvre intitulée Liberté 3, à la page 562, si j'ai bonne mémoire, il nous rappelle tout simplement les circonstances de naissance de la négritude. Qu'est-ce qu'il nous dit, Césaire? Je cite, il nous dit, nous avons regardé autour de nous et nous avons vu pendant 2 siècles à tous les horizons et sur tous les continents des hommes et des femmes qui appartiennent à la même nation, à la même ethnie, au même continent, se lever, se chercher, se retrouver. Nous les avons vus ainsi rassemblés, creuser leur terre, leur littérature, leur histoire, leur art, pour découvrir avec leurs sources leur identité biologique, voire culturelle. Et ça, c'est Senghor qui le dit. Et je pense que cette affirmation de Senghor notifie clairement ce que je viens de dire. Donc c'est une influence étrangère. De la même façon que les Japonais ont fait pour se libérer, de la même façon que les Chinois ont fait pour se libérer, de la même façon que les pays de l'Europe du Nord ont fait pour se libérer, c'est cette inspiration-là qui a tout simplement poussé les Senghor, Césaire Damas, à créer ce mouvement. Parce que tout simplement le contexte dans lequel il était au niveau de l'Europe lorsqu'il était question de poursuivre leurs études n'était pas du tout propice. Je vous donne un simple exemple. Senghor disait tout simplement dans une de ses interventions, il disait que lorsqu'ils étaient à l'amphithéâtre, les étudiants blancs me réservaient un rayon de 1 mètre, pensant que la couleur va entacher leurs habits. Donc ça, je pense que c'est un affront de taille, n'est-ce pas? Et grosso modo, pour ne pas tout simplement être très long, voici le contexte dans lequel le mouvement a vu le jour. Donc ce contexte nous notifie clairement que ce mouvement ne pouvait pas être un mouvement lyrique, essentiellement lyrique, parce que tout simplement c'est une injustice qui est faite, c'est une domination qui est faite à l'endroit du noir. Donc le noir se doit d'abord se lever pour essayer tout simplement de lutter contre cette domination et cette injustice. C'est là maintenant que nous allons plonger directement à la définition de la négritude. La négritude, la définition de la négritude, elle est complexe. Parce que c'est un mouvement tout simplement relatif aux protagonistes, c'est-à-dire à ceux qui, aux écrivains, à l'image de Senghor, Damas, Césaire, Aline Diop, David Diop, tout cela, chacun maintenant en donne une définition particulière par rapport à ce qu'il a vécu, par rapport à son histoire, par rapport à ses contacts avec la civilisation occidentale. Si nous prenons par exemple Senghor, lui, lorsqu'on lui avait demandé qu'est-ce que la négritude, quelle définition donnez-vous de la négritude, il a clairement répondu que, je cite, la négritude, c'est l'ensemble des valeurs culturelles du monde noir. Donc lui, sa définition est axée exclusivement au caractère culturel, parce que tout simplement ça a une explication, puisque l'Afrique a été dominée parce que l'Afrique n'avait pas de culture. Pour les Occidentaux, l'Afrique n'était pas cultivée, l'Afrique n'avait pas de culture, l'Afrique n'avait pas de civilisation, l'Afrique, n'est-ce pas, c'était tout simplement était composée tout simplement de barbares, de cannibales. Donc il fallait tout simplement, dans cette perspective, montrer la valeur culturelle de l'Afrique. Si nous prenons par exemple Césaire, lorsqu'on lui a demandé qu'est-ce que la négritude, quelle définition donnez-vous de la négritude, il a simplement répondu que la négritude, c'est le fait d'être noir, n'est-ce pas? Et l'acceptation de ce fait, de son destin de noir, de son histoire et tout ça, de son destin. Donc ça aussi, là, ça tire un tout petit peu plus haut la définition, cette définition de Césaire. Maintenant, si nous prenons Léo Gontran-Damas, le plus acerbe, lui, il définit la négritude comme étant tout simplement le fait de défendre sa qualité d'être. Maintenant, ici, ce qui attire l'attention du lecteur, c'est tout simplement la possession, ça. Il aurait pu dire, n'est-ce pas, c'est le fait de défendre la qualité des nègres. Mais ici, il a utilisé la possession, sa qualité, qui montre tout simplement une diversité de qualité. Donc, chacun avec sa qualité de défendre. Parce que vous savez pertinemment que les histoires ne sont pas les mêmes. Par exemple, si nous prenons l'histoire de Senghor est parti du Sénégal pour gagner l'Europe, n'est-ce pas, la France. Si vous prenez par exemple les Haïtiens, eux, ils ont eu 2 mouvements. Ils ont été déportés de l'Afrique vers l'Amérique, après retournés en Haïti, ainsi de suite. Donc les histoires ne sont pas les mêmes. Si vous prenez par exemple quelqu'un comme Aliou Diop, qui a créé la présence africaine, qui était une tribune pour les écrivains noirs,
Lui, il dit tout simplement la négritude doit montrer la créativité de l'homme noir, puisque aussi là aussi ça a une explication, dans la mesure où les Occidentaux pensaient que l'Africain n'avait pas de pouvoir de création. Donc l'Africain, vous vous rappelez du poème de Senghor, Césaire là, qui dit ceux qui n'ont rien pu inventer, ni la boussole, ni la poudre, ni la boussole. Mais ceux sans qui la terre ne serait pas là, ne serait pas la terre. Donc pour David Diop, le noir doit tout simplement se dédouaner de cet affront d'hommes sans civilisation, d'hommes sans pouvoir de création. Maintenant, voici tout simplement les définitions des différents protagonistes. Maintenant, ces définitions peuvent tout simplement nous permettre de faire une synthèse de ces définitions. Donc tout simplement, nous pouvons retenir que la négritude est tout simplement un mouvement à la fois culturel et politique qui permet tout simplement de réhabiliter la race noire, de réclamer ce qu'on appelle la liberté de l'Afrique et du monde noir. N'est-ce pas? Voici en très bref, la définition que nous pouvons donner de la négritude. Maintenant, nous allons rapidement parler de l'essentiel, c'est-à-dire de les caractéristiques de la négritude. Et là, je vais tout simplement vous renvoyer à Bernard Le Charbonnier. Donc, si vous lisez par exemple Bernard Le Charbonnier dans son livre intitulé Initiation à la littérature nègre, publié en 1977, à la page 27 exactement, si vous ouvrez la page 27 exactement, Bernard Le Charbonnier nous dit clairement quelles sont les manifestations de la négritude. Alors, pour comprendre la négritude, M. Diouf, il faut d'abord la comprendre en deux phases, comme nous le dit Bernard Le Charbonnier dans son œuvre Initiation à la littérature africaine. Il nous dit deux types de négritude existent. La négritude des sources et la négritude comme outil de libération. La négritude des sources, lui, il l'a défini comme étant l'ensemble des valeurs culturelles, l'ensemble des civilisations africaines, l'organisation sociétale ou sociale de l'Afrique, le temps de l'Afrique, tout cela, maintenant, c'est ce qui constitue tout simplement ce qu'on appelle la négritude des sources. La négritude comme outil de libération, maintenant c'est là le volet engagé de la négritude. Là maintenant les écrivains de la négritude vont réclamer la liberté, vont essayer tout simplement de lutter contre la domination de l'Afrique et la domination de l'Africain. Ils vont tout simplement lutter pour l'indépendance de l'Afrique et de l'homme noir. Et là, M. Aliou, je vais devoir me lever tout simplement pour essayer de matérialiser ce que je viens de dire tout à l'heure, parce que c'est très important. Parce que ici maintenant, si nous prenons, je ne sais pas, comme le dit Bernard Le Charbonnier dans son livre, il nous dit deux types de négritude existent. Il y a ce qu'on appelle la négritude. La négritude, le tableau n'est pas de bonne qualité. La négritude des sources. La négritude des sources. Et maintenant, la négritude. La négritude comme outil de libération. Maintenant, c'est à travers ces deux volets qu'il faut comprendre la négritude, n'est-ce pas? Donc ici, la négritude comme la négritude des sources, c'est quoi? C'est ici nous allons parler, Bernard Le Charbonnier dit, ils vont faire ce qu'on appelle un retour aux sources pour essayer de savoir quelle est la civilisation africaine. Quelle est la culture africaine, puisque l'Afrique a été jugée de tabula rasa, vous vous rappelez de cette théorie de la tabula rasa, qui voudrait faire de l'Afrique une terre sans civilisation, sans culture, sans histoire, et des Africains, des barbares, des sauvages, des animaux, des cannibales, n'est-ce pas? Sur la table rase, n'est-ce pas, les Africains devraient faire un retour aux sources pour savoir vraiment quelle est l'histoire de l'Afrique, quelle est sa civilisation, pour essayer maintenant de faire un défilé où il sera question maintenant de montrer toutes les valeurs civilisationnelles, n'est-ce pas, du monde noir. Donc maintenant, dans ce retour aux sources, ils vont parler des civilisations brillantes de l'Afrique. Les civilisations brillantes de l'Afrique, à savoir tout simplement l'Égypte antique.
l'Égypte antique, ils vont parler de l'Égypte antique, ils vont parler de l'Empire du Songhai, ils vont parler de l'Empire du Mali. Ils vont aussi maintenant faire ce qu'on appelle, n'est-ce pas, l'organisation sociale. Ils vont parler de l'organisation sociale de l'Afrique, l'organisation sociale. C'est important parce que tout simplement, on a dit que l'Afrique n'avait pas de civilisation. Et sans civilisation, on n'est pas censé avoir une organisation sociale. Maintenant, les écrivains de la négritude se sont, après avoir fait un retour aux sources, pour se ressourcer d'abord, pour savoir qui ils sont véritablement. Parce que ici, le problème de ces Africains-là, c'était tout simplement une identité perdue. Parce que les Occidentaux, avec leur méthode d'assimilation, avaient tout simplement lavé le cerveau de certains de ces premiers intellectuels à travers l'école, à travers les images qu'on leur montre, pour leur tout simplement faire savoir qu'ils ne sont rien, que ce sont les Blancs qui sont les meilleurs, les Noirs sont des moins que rien. Maintenant, la quête de cette identité perdue les pousse tout simplement à faire ce qu'on appelle montrer l'organisation sociale. Comment l'organisation sociale? Ils disent, les Senghor de Damas disent aux Occidentaux que vous avez une organisation sociale basée sur ce qu'on appelle l'individualisme. Vous, l'individu, à partir de 18 ans, il est majeur, il peut quitter le cocon familial et aller vivre sa vie. N'est-ce pas? Cette société marquée par ce qu'on appelle un manque de solidarité et de partage. Nous ne vivons pas de manière individuelle. Nous avons une méthode d'organisation basée sur ce qu'on appelle le communautarisme. Où maintenant, ici, un homme de 45 ans, pour prendre une décision, il va dire à sa famille, attendez que papa arrive. Parce que dès que papa est dans la maison, c'est papa qui prend les décisions. Donc ici, nous vivons en communauté et nous sommes solidaires. Vous venez en Afrique, une seule personne travaille et nourrit 45 personnes. Nous avons de la solidarité, nous avons le savoir de partager. Ça, maintenant, c'est un point pour montrer tout simplement, pour contrecarrer tout simplement la théorie de la tabula rasa. Donc, à part l'organisation sociale, maintenant, ils vont parler du temps. Quel temps? Parce qu'ils vont le dire, vous avez votre temps linéaire, n'est-ce pas? Le temps européen est linéaire. Vous avez un lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, janvier, février, mars. Nous avons un temps cyclique et notre temps cyclique a été perturbé par votre temps linéaire. Vous demandez à votre grand-papa, il va vous dire tout simplement, moi j'ai 44 saisons ou bien j'ai 44 hivernages. C'est ça parce que notre temps, nous, c'est linéaire. Nous sommes naturels parce que nous sommes en contact direct avec la nature. Nous savons déchiffrer ce que la nature nous dit. N'est-ce pas? Maintenant, c'est ça tout simplement. C'est ce retour, ce que Bernard de Charbonnier dit de la négritude des sources. Donc, ils vont essayer maintenant de montrer tout cela, de montrer les civilisations brillantes de l'Afrique à travers leurs œuvres. Si vous prenez, par exemple, on va parler de l'Égypte antique, on va parler du berceau de l'humanité. Ils vont parler aussi de l'organisation sociale, montrer que l'Afrique a une organisation bien particulière et très bien différente de celle de l'Occident. Ils vont aussi montrer le temps cyclique de l'Africain. Ça va pour tout le monde. Maintenant, c'est ça ce qu'on appelle la négritude des sources. Donc, pour comprendre d'abord la négritude, il faut comprendre la négritude des sources. C'est la première phase de la négritude. On nous a dit que vous ne savez pas qui vous êtes. On nous a dit que vous êtes des animaux, vous êtes des barbares, n'est-ce pas? Vous êtes des moins que rien, vous êtes des cannibales. Maintenant, il faut d'abord que nous faisons ce qu'on appelle un retour aux sources pour savoir véritablement est-ce que ces allégations sont vraies ou fausses. Maintenant, une fois que ceci fait, maintenant la négritude devient une négritude comme outil de libération. Maintenant que les Senghor, Sédiar et Damas ont su que véritablement la théorie de la tabula rasa n'est pas fondée, ils vont essayer maintenant de réclamer la liberté, puisque les Occidentaux ont colonisé l'Afrique parce que l'Afrique avait été tout simplement jugée de terre sans civilisation, sans culture, sans organisation sociale, sans temps, sans rien. Donc étant donné que maintenant ces gens-là ont montré que ça c'était faux, nous avons une civilisation parce que l'Égypte antique est là, parce que l'Empire du Songhai est là, nous avons une organisation sociale basée sur le communautarisme, nous avons un temps cyclique qui est basé sur les saisons, donc il faut que nous réclamons notre liberté, puisque c'est sur cela que vous nous avez dominés. Donc maintenant que nous avons montré que tout cela c'est faux, il faut que nous réclamons notre liberté. Maintenant, réclamer notre liberté, c'est quoi? C'est tout simplement essayer maintenant de montrer, de chanter l'Afrique. Maintenant, les écrivains de la négritude vont essayer maintenant de faire ce qu'on a de chanter l'Afrique, puisque l'Afrique maintenant n'est plus ce que pensaient les Européens,
l'Afrique n'est plus vue maintenant à travers l'œil de l'Européen, mais à travers l'œil de l'Africain qui parle. Maintenant ici, nous allons chanter l'Afrique pour leur montrer que nous avons tout cela, tout ce dont vous avez nié à l'Afrique, l'Afrique le possède. Et nous allons essayer maintenant de chanter l'Afrique. Et chanter l'Afrique, c'est quoi? C'est tout simplement, nous n'allons pas chanter l'Afrique, je ne sais pas, contemporaine, mais nous allons chanter l'Afrique avant l'arrivée des Européens. Pour montrer que tout simplement, c'est l'intervention européenne qui a tout simplement modifié cette Afrique et qui a fait de l'Afrique une terre sans culture, sans civilisation. Ils vont parler, si vous prenez par exemple Senghor, par exemple, il va nous parler de son royaume d'enfance. Dans toute l'œuvre de Senghor, vous allez voir fréquemment ce mot, royaume d'enfance, parce que tout simplement, il va parler de son Joal natal, de son Joal avant l'intervention européenne. C'est pourquoi ici, il va parler de Joal, je me rappelle les signaux à l'ombre verte des vérandas, n'est-ce pas? Je me rappelle le Tantoum Ergo, je me rappelle Boursine Koumendofé, n'est-ce pas? Je me rappelle de tout cela, des processions de palmes, des arcs de triomphe, tout cela, ce sont des caractéristiques essentiellement civilisationnelles du monde noir. Vous allez voir, vous allez prendre aussi Césaire, il nous parle de son village natal, cahier d'un retour au village natal, où il va essayer maintenant tout simplement de parler de son pays avant l'arrivée des Européens. Nous allons aussi, si vous prenez David Diop aussi, si vous prenez David Diop, il va essayer maintenant de chanter l'Afrique. Il va dire l'Afrique des fiers guerriers dans les savanes ancestrales. Je n'étais jamais connu. Donc l'Afrique avant même l'arrivée des Européens. Maintenant, dans cette perspective aussi, l'Africain est chanté. Je ne sais pas si vous me suivez ou pas, parce qu'on a dit que l'Afrique est la théorie de la tabula rasa voulait faire de l'Afrique une terre sans civilisation et de l'Africain un barbare. Donc, étant donné que, excusez-moi, nous avons montré que l'Afrique n'était pas une terre sans civilisation, parce que nous avons montré les civilisations brillantes, nous avons montré l'organisation sociale, nous avons montré le temps cyclique de l'Afrique. Maintenant, temps pour défendre l'Africain. Pour montrer que l'Africain n'est pas un sauvage, l'Africain n'est pas un barbare. Et là maintenant, ils vont chanter l'Africain. Et pratiquement, ils vont chanter la beauté de la femme noire. C'est pour cela, si vous prenez Senghor dans Chandon, plus particulièrement dans son poème intitulé Femme nue, femme noire, il chante la beauté de la femme. Qu'est-ce qu'il nous dit? Senghor nous dit femme nue, femme noire, vêtue de ta couleur, qui est vie. La métaphore de ta forme qui est beauté. Cette métaphore, n'est-ce pas, qui fait de la beauté de la couleur de la femme la vie et de la beauté de la forme de la femme la beauté est capitale. Je chante ta beauté, forme que je fixe dans l'éternel, avant que le destin jaloux ne te réduise ensemble pour nourrir les racines de la vie. Maintenant, voici cette belle illustration que Bernard de Charbonnier nous donne de la négritude. Donc ici, pour comprendre la négritude, il faut tout simplement la comprendre à travers deux volets. La négritude comme source, comme retour aux sources, la négritude aussi comme outil de libération. Ça va, M. Ali. Maintenant, nous allons uniquement maintenant parler de la révolution esthétique. Et là, c'est là où maintenant c'est important pour les élèves. Parce que c'est là où les élèves pourront trouver, parce que tout simplement, si on enseigne un courant littéraire, c'est pour permettre aux élèves d'avoir un bagage littéraire qui leur permettrait d'affronter les exercices littéraires, à savoir le commentaire, la discussion ou bien la dissertation. Maintenant, au niveau de l'esthétique de la négritude, vous savez pertinemment que la négritude est essentiellement poétique. La majeure partie des textes qu'ils ont écrits à cette période sont des poèmes. Et maintenant, puisque l'Africain était considéré comme un homme sans création, les Africains vont tout simplement le faire montrer le contraire à travers leurs œuvres. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer maintenant de se passer de la versification classique. Parce que vous savez pertinemment que la versification classique a ses règles et ses règlements, n'est-ce pas? Pour écrire un poème, il faut la rime, le rythme, ainsi de suite. Il faut respecter l'alexandrin, l'octosyllabe, le décasyllabe. Maintenant ici, les écrivains de la négritude vont dire, nous allons montrer notre pouvoir de création en créant ce qu'on appelle une esthétique nouvelle. Quelle esthétique ils vont créer? Ils vont faire ce qu'on appelle l'utilisation de la poésie libre. Ils ne vont plus se focaliser à la versification classique qui dit tout simplement
il faut écrire des alexandrins, des octosyllabes, des décasyllabes, mais ils vont utiliser leur propre esthétique. Et cette propre esthétique, c'est tout simplement l'utilisation de la poésie libre. Ils vont se comparer au vers. Ils vont se dire, nous Africains, ou bien nous Noirs, nous ressemblons au vers. Le vers a été emprisonné par des règles, n'est-ce pas, édictées par la versification classique. Nous allons maintenant libérer le vers et du coup nous allons nous libérer. Si nous libérons le vers, c'est-à-dire si nous faisons l'utilisation du vers libre, nous allons maintenant de cette même façon que nous avons libéré le vers, nous allons aussi réclamer notre liberté. C'est pourquoi vous prenez la majeure partie des textes écrits ou bien des poèmes écrits par les écrivains de la négritude, il n'y a pas une longueur, il n'y a pas une mesure commune à tous les vers. Parce que tout simplement ici leur poésie est essentiellement libre. Vous prenez par exemple Joal, vous dites Joal, 2 syllabes. Je me rappelle, 4 syllabes. Je me rappelle les signards, presque 21 syllabes. Donc la longueur n'est pas respectée. Pour montrer aux Occidentaux, nous pouvons créer une poésie qui est différente de la vôtre et qui nous permet tout simplement d'exprimer ce que nous voulons exprimer. Nous allons saboter, excusez-moi, c'est pas saboter, c'est un peu dire, mais nous allons tout simplement essayer de vous dire que nous pouvons créer. Vous prenez Cahiers d'un retour au pays natal, c'est la même chose. Vous prenez Stigma de Léogontra Damas, c'est la même chose. Il y a des nuits, il y a des nuits sans nom, des nuits sans, n'est-ce pas? Tout cela, ce sont des techniques, des nouvelles techniques créées par les écrivains de la négritude. Maintenant, après cette esthétique, qui se focalise tout simplement sur un tout petit peu la versification classique, ils vont essayer maintenant de créer un rythme africain. Le rythme est important dans la poésie de la négritude. Parce que comme nous le dit Senghor nous dit clairement, le rythme est l'élément fondamental de la poésie nègre. Il lui imprime ses marques et ses particularités esthétiques. Donc c'est très important de rythmer le vers. C'est pourquoi si vous prenez la majeure partie des poèmes de la négritude, ce sont des poèmes très rythmés. Et le rythme s'inspire des instruments de musique. Si vous prenez Chant d'homme, vous allez voir à chaque poème, sur chaque poème, devant, ou bien même, il vous dit tout simplement, ce texte doit être accompagné d'un bon enfant, de sa guitare, ainsi de suite, tout cela. Parce que ici, les Occidentaux pensaient que, ou bien traitaient l'homme noir d'homme de danse, n'est-ce pas? Homme de danse, homme de chant, ils ne font que chanter, ils ne font que danser. Maintenant, les écrivains de la négritude vont dire, nous n'allons pas refuser cet affront. Nous allons prendre cela et nous allons essayer maintenant de le polir, jusqu'à ce que les Européens puissent un tout petit peu être intéressés de cette danse et de cette chant. Et Hassan, je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais je pense que leur défi a été gagné, parce que tout simplement, actuellement, vous voyez des blanches, des femmes blanches qui quittent l'Amérique ou bien qui quittent la France pour venir ici apprendre le mbalax, pour venir ici apprendre le tama, notre fameux tama, n'est-ce pas? Et ça, je pense que si les Senghor et les Damas avaient tout simplement refusé cet affront, ça n'allait pas, n'est-ce pas? Ça n'allait pas se produire. Ils ont accepté d'être des hommes de danse, d'être des hommes de chant. Ils ont maintenant poli la danse. Ils ont repoli la danse. Ils ont fait de la danse maintenant un outil de communication, n'est-ce pas? Ils ont fait du chant un tout petit peu un mode d'expression, un tout petit peu de s'exprimer par rapport au sentiment, de parler, un mode de communication, bref. C'est pourquoi ici, si vous prenez la majeure partie des poèmes, ils vont utiliser les rhapsodies des griots, comme le dit Senghor dans Joal. Ils vont utiliser tout simplement le tassou, notre fameux tassou. Les poèmes sont tellement rythmés que quand vous le lisez très bien, vous pouvez tout simplement l'accompagner avec des pas de danse. Et maintenant, c'est ça, tout simplement, ce rythme à travers la production poétique des écrivains de la négritude. Ils vont aussi maintenant utiliser un style bien particulier, qui sera tout simplement relatif, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux chansons des griots. Ils vont essayer maintenant de faire une poésie particulièrement africaine pour montrer tout simplement que l'Afrique n'est pas sans création, que l'Africain pouvait tout simplement créer quelque chose. Maintenant,
ils vont, au-delà de cette révolution esthétique, ils vont aussi faire ce qu'on appelle une révolution politique. Faire une révolution politique, c'est quoi? Ils vont essayer maintenant, puisque maintenant nous avons fait un défilé qui montre pas à pas toutes les valeurs civilisationnelles du monde noir. Nous avons fait un défilé qui fait tout simplement dévoiler à l'Europe et à l'Européen et aux Européens toutes les connaissances, toutes les façons de penser, tous les modes de pensée de l'Africain. Nous allons maintenant réclamer la liberté. Et c'est là où maintenant la littérature de la négritude devient une littérature fortement engagée. Et Jean-Paul Sartre, dans la préface de Austin Noir, nous dit clairement, tout simplement, la négritude est la seule poésie révolutionnaire de l'après-deuxième guerre mondiale. Et ça, c'est un Toubab qui le dit, n'est-ce pas? Après avoir constaté, il dit que tout simplement la négritude est la seule poésie révolutionnaire de l'après-deuxième guerre mondiale. Et dans la mesure où les Senghor, Césaire et Damas se sont levés pour taper sur la table et essayer tout simplement de critiquer l'injustice et de réclamer l'indépendance de l'Afrique et de l'Africain. Ils vont se faire des porte-paroles, ils vont se faire des prophètes, ils vont se faire tout simplement des messies dont le seul but est la libération de l'Afrique. C'est là où maintenant qu'ils vont utiliser une poésie acerbe, une poésie piquante qui réclame la liberté de l'Afrique et de l'Africain. Si nous prenons par exemple Césaire, il nous dit que la négritude doit être mesurée au compas de la souffrance. Donc là, ça caractérise tout simplement son volet engagé. Ils vont essayer maintenant de porter la voix de ceux qui ne savent pas parler ou ceux qui n'ont pas l'opportunité d'être entendus. Si nous prenons par exemple Césaire, dans sa citation très célèbre, si vous commencez, tous les élèves vont la terminer, n'est-ce pas? Il dit clairement son projet c'est de libérer le monde noir, c'est de libérer tout simplement la race noire. Qu'est-ce qu'il dit Césaire? Il nous dit tout simplement, je retournerai vers le pays mien et je leur dirai, embrassez-moi sans honte ni crainte. Si je ne sais que parler, c'est pour vous que je parlerai. Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. Ma voix, la liberté de celles qui s'affaissent au cachot du désespoir. Et ça veut tout dire, si vous avez bien compris la citation, ça veut tout simplement dire qu'il va être l'avocat de son peuple. Et il va essayer de revendiquer la liberté. Il va essayer maintenant de faire de sorte que sa population soit libérée de la domination occidentale. Senghor aussi fait de même. Si vous lisez son poème intitulé Prière de paix, où il tout simplement fustige de façon métaphorique la domination coloniale, qu'est-ce qu'il dit Senghor dit, Seigneur, pardonne à l'Europe blanche, car il est vrai que Seigneur, pendant 4 siècles de lumière, elle a jeté les avoirs et la bave de ses molosses sur mes terres. Il a torturé mes talbés, n'est-ce pas, transformé mes paysans en salariés, mes princes en adjudants, ainsi de suite, tout cela. Seigneur, il faut que tu pardonnes à ceux qui ont déporté mes fils et qui en ont supprimé 200 millions. Et ça, je pense que c'est une je ne sais pas, intervention non négligeable dans la lutte pour la libération et la dénonciation aussi de l'injustice faite aux Noirs. Vous prenez David Diop aussi à travers Coup de pilon, il ne fait pas exception à la règle, parce qu'il va tout simplement réclamer toute la liberté, réclamer toute l'indépendance de l'Afrique. Et métaphoriquement, nous pouvons tout simplement, et c'est lui-même qui le dit, nous pouvons tout simplement commenter le titre Coup de pilon. Le coup de pilon, vous savez pertinemment que c'est exclusivement africain, et ça renvoie au réveil. Dès que vous entendez un coup de pilon, ça signifie qu'il est temps de se réveiller. Donc ici, David Diop nous montre tout simplement que l'Africain doit se réveiller par rapport à cette perte de cette identité. Il faut se réveiller, ramasser cet affront et essayer maintenant de faire de sorte que la race noire sera soit réhabilitée, n'est-ce pas? Donc à travers Coup de pilon, il dit clairement que chaque poème constitue un coup de pilon sur la tête du colonisateur. Chaque poème est une revendication par rapport à la liberté. Maintenant, ils vont essayer maintenant de lutter, de faire de sorte que l'Afrique soit indépendante et les Africains soient tout simplement libérés de la domination coloniale. C'est ce que, tout simplement, Ali, nous pouvons dire de façon ramassée sur la négritude. Donc,
un tout petit peu faire le bilan ou bien la synthèse de cette intervention, c'est que tout simplement, ici, pour comprendre la négritude, il faut la comprendre à travers un retour aux sources et un outil de libération. Donc, chers élèves, quand vous faites une dissertation, il faut essayer maintenant de voir si la dissertation me parle du volet culturel de la négritude, n'est-ce pas? Je vais essayer maintenant de faire de sorte que dans la première partie, je vais montrer que la négritude est un volet culturel. Et ce volet culturel, c'est tout simplement ce que je viens d'expliquer, tout simplement le fait de montrer toutes les valeurs civilisationnelles de la race noire. Et essayer maintenant avec les consignes améliorées, c'est plus simple. Maintenant, forcément, dans l'antithèse, vous aurez besoin de ce volet politique, c'est-à-dire la négritude comme outil de libération. Voici M. Hassan Diouf, j'espère que nous avons pris votre temps parce que votre calendrier est un peu chargé. Aliou Gaye, j'espère que les 30 minutes ont été dépassées largement. J'espère que c'est ce que nous pouvons dire de façon très ramassée sur la négritude. Peut-être prochainement, nous allons inviter ici des élèves qui auront tout simplement l'opportunité de poser des questions par rapport à cela ou bien même changer de thème. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci M. Hassan Diouf, merci à notre réalisateur M. Aliou Gaye. Merci à tous qui nous suivent aussi sur la chaîne YouTube Gaydel TV dans votre émission En Classe. Vraiment, M. Diouf, nous avons beaucoup appris et c'est sûr que c'est ce qui nous suivront vont beaucoup apprendre aussi. Donc, comme vous l'avez dit, n'hésitez pas quand même d'abonner sur la chaîne Gaydel TV. Et Inch'Allah, nous continuons quand même à animer des thèmes de ce genre. Donc, chers élèves, même chers étudiants qui nous suivent de partout, donc vous pouvez toujours manifester votre intérêt par rapport à un thème bien défini et avec notre réalisateur et PDG Aliou Gaye. En tout cas, nous essayons toujours de vous trouver c'est pas facilitateur comme si je peux m'exprimer ainsi, qui pourra faciliter en tout cas tous les thèmes qui pourront être essentiels à votre formation, à votre éducation. Donc, je vais terminer comme M. Diouf l'a terminé pour les élèves. Donc, ils peuvent toujours s'organiser, nous inviter et nous allons venir faire un tête-à-tête avec eux et ils auront l'occasion quand même de poser des questions sur tout ce qui leur semble un peu sombre, c'est pas. Mais vraiment, M. Diouf, nous vous remercions encore et on n'a pas regretté le fait de collaborer avec vous. Merci. Et nous serons toujours là encore à vous solliciter pour que vous accompagniez encore vos nièces, vos neveux, vos frères, vos sœurs qui sont dans les différents établissements de Touba Toul. Même pour ceux qui sont au niveau des CEM de Ndoukoumane, Ndiakhou, et ainsi de suite, ils pourront avoir l'opportunité quand même de nous inviter et nous allons essayer de nous organiser avec de faire le déplacement dans le but de les accompagner. Parce que M. Diouf n'est pas payé pour ça, Gaye qui fait la réalisation aussi non plus. Mais en tout cas, comme M. Diouf le veut, comme les réalisateurs le veulent aussi, la réussite de nos élèves, de nos frères et sœurs, nous est très essentielle. Donc, M. Diouf, encore une fois, nous vous remercions. M. Aliou Gaye, PDG, en même temps réalisateur de l'émission. Nous vous remercions et vous donnons rendez-vous prochainement dans d'autres thèmes et dans d'autres émissions. Merci beaucoup.